Radio Orient présente Pluriel. Pluriel animé par Loïc Barrière. L'invité de Pluriel est Yann Verling, tête de liste de Écologie Positive et Territoire aux élections européennes, vice-président de la région Île-de-France en charge de la transition écologique. Bonjour. Bonjour. Comment et pourquoi a été constituée cette liste, Yann Verling ? Elle a été constituée il y a quelques mois de cela avec des personnalités du monde de l'écologie comme Corinne Lepage par exemple, parce que nous voulions proposer une autre écologie qui est plus sérieuse, j'allais dire, plus réaliste aussi par rapport à la situation, qui ne verse pas dans la radicalité inutilement tout le temps, mais qui cherche plutôt à être constructif. Voilà ce qui a guidé notre projet et qui aujourd'hui se traduit dans cette liste pour les élections européennes. Vous avez été secrétaire général des Verts, parti que vous avez quitté. Pour vous, il y a beaucoup de différences entre ce que vous proposez et ce que propose la candidate des écologistes d'Europe Écologie Les Verts. Je crois qu'il y a vraiment, on est un petit peu à la croisée des chemins en matière d'écologie politique en France. On voit en Allemagne, par exemple, le Parti vert, les Grünen, se sont placés dans une posture de dialogue avec l'ensemble de la société, avec l'ensemble des forces politiques. Ils sont vraiment aujourd'hui très efficaces, j'allais dire, dans leur façon de faire. Et c'est un petit peu ça que nous, on voudrait maintenant créer en France. Ça manque, franchement. Oui, moi, j'ai été avec les Verts français pendant des années et j'ai vu leur glissement vers la radicalité toujours plus importante et surtout une radicalité qui va complètement à l'extrême gauche. Donc, c'est un éloignement du dialogue nécessaire que les écologistes doivent avoir avec toute la société, avec toutes les forces politiques pour pouvoir faire avancer ce sujet qui est essentiel, qui est quand même de sauver la planète. C'est pas rien. Donc il faut vraiment qu'on soit beaucoup plus constructif et c'est pour ça qu'on a pris cette décision de nous lancer. Yann Verling, quel modèle agricole souhaitez-vous pour l'Union européenne ? Alors le modèle agricole que moi je vois et qui est finalement aussi celui qui est défendu par beaucoup d'agriculteurs, c'est un modèle où on permet de produire. On a des normes environnementales qui sont parmi les meilleures du monde et elles sont certainement encore perfectibles, mais le point que moi j'ai noté et qui aujourd'hui est une vraie faille dans le système de la politique agricole commune européenne, c'est la naïveté dont on fait preuve. On demande à nos agriculteurs d'appliquer des normes environnementales et on a bien raison de le faire et ils le font. Dans la plupart des cas, ils le font. Et dans le même temps, on accepte d'importer des produits alimentaires qui sont faits à l'autre bout du monde, ou pas forcément à l'autre bout, mais enfin qui sont faits à l'étranger en dehors de l'Union européenne et qui ne respectent pas ces mêmes normes environnementales et qui, de surcroît, sont même vendus moins cher dans les étalages des supermarchés. Donc c'est évidemment impossible de tenir le discours d'une agriculture qui est au rendez-vous de l'environnement si on accepte d'importer des produits qui ne respectent pas ces normes. Donc nous, notre proposition, elle est très simple. C'est de dire, on protège nos normes environnementales, on les rend encore meilleures dans le dialogue avec les agriculteurs, mais surtout, évidemment, on arrête d'importer des produits qui ne respectent pas ces mêmes normes. Ça protège nos agriculteurs et ça protège nos normes environnementales. Yann Verling, vous voulez tripler les moyens de la recherche sur les alternatives aux pesticides. En attendant, on n'a pas d'autre choix que d'utiliser ces pesticides, même s'ils sont nocifs pour la santé. Alors encore une fois, je ne veux pas dire des choses qui pourraient être mal comprises, mais on est vraiment l'Europe, le continent qui a les meilleures normes environnementales et nous avons déjà interdit un certain nombre de pesticides qui sont toujours encore utilisés dans bien des continents. Donc il ne faut pas trop s'autoflageller. Donc premièrement, il faut déjà sauver et préserver ce qu'on a déjà acquis dans notre mode de production agricole qui est pas si mal. Ensuite, il faut aller plus loin. Mais aller plus loin, moi j'entends les agriculteurs qui disent on va pas tous passer au bio du jour au lendemain. Donc si on doit continuer d'utiliser des produits, il faut nous en proposer qui soient moins nocifs. Et donc c'est la raison pour laquelle il faut vraiment accélérer beaucoup plus la recherche. On n'a pas été au rendez-vous en termes de recherche. Les agriculteurs le disent pour la plupart, il n'y a pas eu de vrai plan d'investissement dans la recherche pour des alternatives aux pesticides qui sont les plus problématiques. Donc il faut vraiment redoubler d'efforts. On ne peut pas demander aux agriculteurs de faire ça eux-mêmes. On ne peut pas leur faire peser sur leurs propres épaules
le fait de trouver des alternatives. C'est au pouvoir public de trouver des alternatives, à la recherche publique et privée de trouver des alternatives. Sinon, on n'y arrivera pas. Donc c'est la raison pour laquelle nous, effectivement, on propose un triplement des investissements de recherche pour trouver des alternatives aux pesticides les plus dangereux. Yann Verling, votre liste Écologie positive et territoire souhaite aider le secteur du bâtiment à s'adapter au territoire et à la transition écologique. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Alors c'est une proposition qui est portée par une composante de notre liste, qui est un parti basque qui porte fortement, mais comme nous tous par ailleurs aussi sur la liste, la question de la décentralisation. Le point de départ de notre analyse, c'était de constater que bien des sujets sur la question de la transition écologique sont quand même bien mieux portés au niveau local qu'au niveau national. Et nous avons constaté que dans d'autres pays européens, chez nos voisins, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Belgique, la décentralisation est très forte. L'État ne fait pas tout, contrairement à la France. Et les territoires sont bien placés pour pouvoir faire des choses. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que sur notamment par exemple, la question du bâtiment, tout le monde parle de l'isolation des bâtiments, qu'il faut faire de l'isolation des bâtiments pour réduire la facture énergétique et réduire aussi nos émissions de gaz à effet de serre. On est bien d'accord avec ça, mais l'État français qui veut le faire d'en haut le fait mal, parce que l'État qui veut tout faire fait tout mal en fait. Donc nous, ce qu'on propose, c'est qu'effectivement, comme dans les autres pays européens, la France accepte de lâcher du lest auprès des territoires et que la question notamment de l'isolation des logements soit complètement déléguée aux régions pour qu'elles le mènent à bien. Donc c'est d'autant plus justifié que, au fond, rénover énergétiquement un mât provençal, c'est pas la même chose que d'isoler et de rénover énergétiquement un bâtiment dans les corons des Hauts-de-France. Ce n'est pas les mêmes climats, ce n'est même pas les mêmes types de construction. C'est donc au niveau régional qu'il faut faire ça, pas depuis Paris. Alors c'est dans la même logique que votre liste propose de favoriser la régionalisation des politiques de l'emploi. Il faut aller plus loin sur la décentralisation en confiant aux seules régions la politique de l'emploi ? Oui, encore une fois, il faut vraiment que l'État comprenne, enfin la France, parce qu'encore une fois, nous, notre modèle, c'est le modèle des pays voisins qui ont tous un modèle très décentralisé, qui est très efficace. Et nous, on n'y arrive pas. Je ne sais pas pourquoi ce qui coince, enfin pourquoi on a cet État français qui refuse toute décentralisation. Grosso modo, ce qu'on attend de l'État français et d'un État en général, puisque nous sommes des Européens qui sommes favorables à des États, nous sommes favorables à des régions, mais un État doit d'abord faire le régalien et le faire bien. La police, la justice, l'éducation, ça c'est du régalien. Et aujourd'hui, on voit bien que ce régalien se porte mal en France. La santé, l'école, tout ça, ça se porte mal. Parce que l'État qui veut tout faire, fait tout mal. Et donc qu'il fasse déjà ce qu'il doit vraiment faire, le régalien, et qu'il laisse tout le reste aux collectivités locales, avec évidemment les moyens dédiés qui vont avec une fiscalité fléchée pour le faire. Et l'emploi en fait partie. L'emploi, vraiment, là encore, qu'est-ce qui est le plus territorial comme question qu'un bassin d'emploi, un bassin économique? C'est localement que ça se regarde, ces choses-là. Créer de l'adéquation entre les besoins des entreprises, les besoins de formation, savoir exactement où il faut faire les investissements pour que le développement économique soit au rendez-vous, c'est au niveau local que ça se fait, c'est pas depuis Paris, encore une fois. Donc nous, on est vraiment pour une très forte décentralisation de tout ce qui n'est pas régalien. Yann Verling, aujourd'hui, il est parfois moins coûteux de prendre l'avion que de prendre le train, notamment pour se déplacer en Europe. Est-ce qu'il faut augmenter les prix des billets d'avion ou bien réduire les prix des billets de train? Est-ce qu'il faut développer le transport ferroviaire à un niveau européen? Nous, on a dans notre programme l'idée qu'il faut un vrai réseau ferroviaire de transport de voyageurs et de marchandises européen. On n'a pas vraiment cette politique européenne qui existe, c'est un peu fait par des connexions aux frontières, il n'y a pas de logique de réseau européen. Nous, on souhaite vraiment qu'il y ait une logique de réseau européen de transport, notamment de grande vitesse, pour les passagers, avec des tarifications uniques pour pouvoir traverser toute l'Europe en TGV. Ça n'existe pas. Donc vraiment, c'est ce qu'on souhaite. Après, la question du billet d'avion, il est essentiellement lié au fait qu'on n'a toujours pas trouvé de solution pour taxer correctement le kérosène. On est sur des marchés internationaux et donc il va falloir qu'à un moment donné, on accepte qu'il y ait une tarification qui soit appliquée aux billets d'avion correspondant au réel de ce que coûtent aujourd'hui les énergies fossiles qui sont utilisées dans les avions. Donc
oui, il y a certainement une fiscalité sur l'aviation qui aujourd'hui n'est pas au rendez-vous au niveau européen, il va falloir mettre en place. Est-ce que les Européens vont pouvoir se tenir au calendrier prévu qui concerne le remplacement des véhicules thermiques par des véhicules électriques? Est-ce qu'il n'y a pas de nombreux Européens qui vont être laissés sur le carreau? À la fois, il faut tenir bon sur la décarbonation de manière générale et celle des transports en particulier. Donc, il faut qu'on ne baisse pas les bras sur cet objectif, puisque les transports sont responsables d'une grande partie des émissions de gaz à effet de serre. Donc, l'électrification va permettre de massivement diminuer nos émissions de gaz à effet de serre issues des transports. Et dans les grandes villes, ça va en plus faire franchement baisser la pollution de l'air. Donc ça, c'est très positif. Mais le revers de la médaille, c'est que si on veut que ça marche, il faut, comme vous le dites, ne pas laisser de côté tous les citoyens européens et français qui ne peuvent pas accéder facilement à un véhicule électrique. Donc ça, aujourd'hui, on avance un peu à marche forcée, sans regarder les dégâts sociaux. Et ça, évidemment, on se prépare des mauvais lendemains avec peut-être à nouveau des manifestations de gilets jaunes qui, je le rappelle, avaient pour origine le prix de l'essence. Donc on était déjà sur des questions de véhicules et de mobilité, notamment en milieu rural. Donc il faut qu'on regarde ça de très près, parce que si jamais on voit monter la grogne, eh bien, il va falloir qu'on sorte tous les outils nécessaires pour pouvoir accompagner les territoires à s'électrifier et à ce que les gens aient des véhicules électriques. Je pense par ailleurs qu'il faut peut-être prioriser aussi. C'est-à-dire, ce qui pollue le plus, c'est les gens qui roulent le plus. Et les gens qui roulent le plus sont les professionnels, c'est les taxis, c'est les artisans. Donc peut-être qu'il faut focaliser aussi notre aide à l'électrification et avoir des calendriers peut-être plus larges pour les particuliers, mais électrifier prioritairement tout ce qui roule tous les jours et qui roule tout le temps. Donc tout ce qui est taxi et transport professionnel. Et puis enfin, je crois que dans le détail, il y a peut-être des énergies qu'il ne faut pas oublier. L'Europe a été un petit peu trop, a été, comme souvent d'ailleurs, elle est comme ça, trop dans le détail. Ce qui compte, c'est les émissions de gaz à effet de serre qui sont produites par le véhicule dans sa vie globale. Donc aujourd'hui, l'Europe a exclu le gaz vert. Or, le gaz vert est neutre en carbone. Donc c'est une erreur de l'avoir sorti des possibilités de véhicules propres. Donc nous, on souhaiterait réintégrer les véhicules qui roulent au GNV, au gaz naturel véhicule, pour pouvoir, et le gaz vert, pour pouvoir considérer que l'énergie produite à partir des végétaux est une énergie qui reste verte quand même. Yann Verling, faut-il construire une défense européenne pour faire face aux risques que représente la guerre en Ukraine ou un possible désengagement des Américains de l'Europe après une éventuelle élection de Donald Trump? C'est un sujet extrêmement important et crucial. Il va falloir que les choses soient dites avec une forme de clarté dans le débat des Européennes. Est-ce qu'on veut laisser Vladimir Poutine gagner la guerre en Ukraine ou est-ce qu'on veut gagner cette guerre aux côtés des Ukrainiens? Nous, on est clairement dans le deuxième camp, ceux qui veulent aider les Ukrainiens à gagner cette guerre. Je le dis parce que quand j'entends le Rassemblement national ou la France insoumise plaider pour une paix rapide, on sait très bien que dans les conditions d'aujourd'hui, une paix rapide, c'est un cadeau fait à Vladimir Poutine. On sait qu'il y a une ambiguïté du côté de ces forces politiques à l'extrême gauche et à l'extrême droite vis-à-vis de Vladimir Poutine. En réalité, il n'y a pas tellement d'ambiguïté. Ce sont des gens qui sont pro-Poutine. Et donc, si on est vraiment européen et si on veut garder tout ce qu'on a acquis au cours de ces décennies, les libertés publiques, la démocratie, une presse libre, tout ça, on l'a gagné et on sait que Vladimir Poutine déteste tout ça et veut le mettre à terre. Donc gagner la guerre en Ukraine, c'est donc aussi sauver notre continent des risques que font peser sur nous le modèle que défend Vladimir Poutine, qui est un modèle de non-démocratie, où il tue ses opposants, où il muselle la presse, tout ça, on n'en veut pas, et donc il faut être clair. Alors je dis tout ça parce que c'est la conséquence de ça, c'est si on veut éviter tout ça, c'est évidemment qu'il faut qu'on arrive à se défendre nous-mêmes. Si les Américains ne sont plus au rendez-vous de la défense avec laquelle la défense qu'on a pu construire jusqu'à présent depuis le lendemain de la guerre, il faudra qu'on sache se défendre nous-mêmes. Donc bien évidemment, il va falloir qu'on augmente sérieusement nos moyens de défense.
et qu'il y ait une défense européenne qui soit créée pour faire face. Parce qu'aujourd'hui, on est des nains politiques d'un point de vue de la défense. Chaque fois qu'il y a un problème en Europe ou à proximité, c'est les Américains qui arrivent pour régler le problème. Nous, on n'est pas capable de le faire. Et si demain les Américains ne sont plus là pour régler le problème, on sera livrés à nous-mêmes. Donc autant s'y préparer le plus vite possible. Et donc nous, on sera du côté de ceux qui vont vouloir déployer des moyens supplémentaires pour se défendre. Ça nous paraît absolument crucial pour l'avenir de l'Europe. Yann Verling, votre liste Écologie positive et territoire veut faire de la laïcité un principe de droit européen. Vous êtes, me semble-t-il, l'un des seuls à faire cette proposition. Certains pays européens comprennent mal la laïcité telle qu'elle a été instituée en France. Comment convaincre ces pays que la laïcité est un progrès ? Parce qu'elle est menacée. Nous, on a mis en place ce principe de laïcité en France parce qu'on a connu des guerres de religion entre catholiques et protestants principalement. On a eu des milliers et des milliers de morts, des centaines de milliers de morts sur le principe des communautés religieuses qui s'affrontaient, qui ne vivaient plus ensemble, qui ne pouvaient plus vivre ensemble. On l'a créé pour faire la paix dans notre pays, pour vivre ensemble tous, quelles que soient nos religions, et quel que soit aussi le fait de ne pas en avoir de religion. Donc ça, nous on l'a appelé laïcité. D'autres pays européens ne l'appellent pas comme ça, mais ont ce principe qui est inscrit dans leur mode de fonctionnement. Dans aucun pays de l'Union européenne, la loi de Dieu n'est supérieure à la loi de la République. Dans aucun pays de l'Union européenne. Donc en fait, on a d'énormes points communs dans l'Union européenne. On ne s'en rend pas compte, ou alors on n'utilise pas les mêmes mots, mais en réalité, c'est la même chose. Simplement aujourd'hui, nous, ce qu'on a envie de dire dans le débat européen et auprès de nos amis, nos voisins, c'est qu'il faut qu'on fasse monter ce sujet à un échelon européen parce que les menaces qui pèsent aujourd'hui sur nos modèles de société, nos démocraties européennes, qui sont très attaquées à la fois par Vladimir Poutine, mais aussi par tous les terrorismes islamistes qui ont sévi ces dernières années. On sait que la question de la laïcité, elle est mise en danger aujourd'hui par ces attaques multiples. Et donc si on veut se protéger, il faut réaffirmer ce principe de laïcité et dire à toutes les communautés religieuses qui sont présentes sur notre sol que c'est la seule solution pour pouvoir continuer de vivre ensemble, bien, comme on l'a fait jusqu'à présent, dans un modèle où chacun a le droit d'exprimer son point de vue et ses opinions et ses croyances dans un espace qui est l'espace de l'Union européenne. Donc oui, nous on tient beaucoup parce qu'on veut rappeler que ce n'est pas une invention qui vient de nulle part, elle est le fruit d'une histoire douloureuse et qu'on a réglé comme ça. Donc on invite les Européens à s'en saisir pour remettre en scène un sujet qui aujourd'hui est un petit peu mis en danger réellement. Merci Yann Verling. Je rappelle que vous êtes tête de liste de Écologie positive et territoire aux élections européennes. Merci. Merci. C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.